eh bien, cette cyber-émission tous les soirs 19h-20h, hein, si tu es en Europe, 13h-14h si tu es à Québec, Montréal, en tout cas dans la belle région. Et on finit cette émission avec une demande qui m'a été faite par Darkinux qui me demandait, ben voilà, il me l'a demandé hier en live sur le chat en me disant tu peux nous remontrer la vidéo correspondant au social engineering, donc à ce concours de social engineering qui a eu lieu au Canada, lors du Hackfest, hein, coucou les copains du Hackfest, Patrick et toute la clique, qui ont fait un super Hackfest là il y a 15 jours, et je vous le rappelle, ça revient l'année prochaine, encore plus beau, encore plus grand, encore plus fort, hein, ok. Et donc du coup, je vous ai retrouvé, eh bien, et la vidéo qui avait été diffusée, et merci à Radio-Canada de m'avoir autorisé à la récupérer pour pouvoir vous la montrer, et aussi, du coup, j'ai été vous rechercher, eh bien, comment fonctionnent ces compétitions de social engineering, en tout cas cette compétition-là auquel j'ai participé, et je vais vous montrer donc eh bien, les flags, comment j'ai travaillé le sujet, etc., etc. Alors, avant tout ça, je vais aller regarder un petit peu où j'ai mis cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver. Alors, vidéo. C'est parti, mon kiki. On est d'accord, vous n'avez pas de son? Il n'y a pas de son. On est d'accord. On est d'accord que ce son est totalement muet. D'accord? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en appuyant sur le bouton, ça va mieux. Alors, on revient depuis le début. On fait comme si... Mais alors, comme si tout va bien. Mais vraiment... écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on aura eu le summum des pétouilles. Donc, là, ce que je vais vous montrer, je remercie Radio-Canada de m'avoir autorisé à la diffusion. C'est concours au Hackfest de Social Engineering. Pourquoi on s'est retrouvé dans une cage en verre? Eh bien, je vous lance la vidéo et je vous montre là ensuite, eh bien, comment ça a fonctionné, comment on a collecté des données, comment ensuite on a dû les restituer, et puis avec justement les flags, les questions qui nous ont été imposées par les organisateurs pour essayer d'extraire des informations par téléphone. Alors d'abord, la vidéo. Dans la cabine, ce participant du Hackfest tente de soutirer des données à une grande entreprise. C'est un concours. Il y en a une dizaine du genre pendant le Hackfest, la grande messe de la sensibilisation à la sécurité informatique, qui est d'ailleurs fort courue. Cette année, on est à 1400 personnes environ. Autant du monde, des architectes, analystes, directeurs au gouvernement, les grandes banques, les compagnies d'assurance, privés qui travaillent en sécurité, justement à cause de ce qui s'est passé là, avec Desjardins. Damien Bancal y participe. Il s'est intéressé à ce qui est arrivé aux données volées chez Desjardins. Il y a plein de boutiques dédiées aux clients Desjardins qui se sont ouvertes dans le black market. Et que vendent les pirates? Pour certaines sommes, ça peut aller de 30 cents à plusieurs centaines de dollars selon le client. Eh bien, c'est l'identité, c'est l'adresse, c'est le téléphone, c'est éventuellement les accès. Il a d'ailleurs élargi ses recherches aux risques que courent les ministères et organismes québécois. Il a présenté une conférence sur le sujet. Je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qui existe du côté du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris l'adresse mail qui est utilisée par les employés et j'ai regardé là où je surveille, dans ce qu'on appelle le black market, le darknet, mais aussi sur l'Internet, tout ce que les pirates informatiques avaient déjà volé. Il a trouvé 97 000 adresses courriels d'employés du gouvernement québécois accompagnées de leur mot de passe. Cela parce que des employés avaient utilisé leurs adresses courriels du bureau et leur mot de passe pour s'inscrire sur des sites de vente en ligne, par exemple. Ça, ce sont les sites Internet que les pirates ont volés. Soyez sans crainte, il a mis le gouvernement au parfum. Les spécialistes présents ici s'entendent tous pour dire que toutes les organisations doivent revoir leurs mesures de sécurité et protéger leurs données. On est vraiment en retard. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle de ça. Il faut éviter que ce genre de simulation ne devienne réalité. Ici Guylaine Bussière à Radio-Canada, Québec. Voilà les amis, donc là c'était la vidéo, le reportage qui avait été fait sur moi à cette époque-là, donc il y a 3 ans maintenant. Ce qui était intéressant, c'est que à cette époque-là, personne ne parlait de fuite de données, personne ne parlait de potentialité black web, black market. Bref, le service Veille-Zatas, c'est pas un produit marketing qui est sorti du jour au lendemain. Hein. C'est quelque chose que je fais, le service Veille, depuis des années, et qui, j'espère, en tout cas à première vue, oui, ça a permis peut-être d'aider le gouvernement québécois. En tout cas, si c'est le cas, j'en suis plutôt fier. Toujours est-il que cette compétition,
est loin d'être négligeable parce que ça a permis de montrer aussi les faiblesses des employés d'entreprise face au social engineering. Alors d'abord, je vous mets le lien dans le chat. Pour ceux qui sont sur Twitch, bien sûr, si tu es sur YouTube, tu retrouveras le lien là en dessous sans aucun problème. Voilà, dans le descriptif. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, de mettre un petit pouce et puis de laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Et du coup, ça te permettra de suivre Zataz sur YouTube avec 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Et donc, du coup, s'informer, c'est se sécuriser. T'es d'accord avec moi ou pas? Toujours est-il que cet article revient donc sur cette compétition de social engineering. Et là, je me suis dit, eh bien, du coup, je vais répondre à l'un des viewers. Du coup, comme ça, j'espère que ça lui fera plaisir et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vous ai ressorti mais comment je fonctionne pour ce genre de compétition, pour le social engineering. Là, je ne citerai pas... bah si, je peux le citer parce que c'est dans l'article que je viens de vous diffuser. Je suis complètement idiot. Surtout que, bon, bah, non, maintenant, tout ça a été bien mis en place dans cette banque. Moi, ma cible était la Banque nationale du Canada, où j'ai réussi à sortir à cette époque-là énormément d'informations. Alors d'abord, comment ça fonctionne? D'abord, vous avez une cible qui vous est fournie 24 heures avant la compétition. Pendant ces 24 heures, soit tu fais 2-3 heures et tu vas manger, boire, te promener, etc. Soit tu les fais non-stop. Et ta mission est de récupérer un maximum d'informations sur ta cible. Alors bien sûr, la cible est au courant, hein, ça fait partie d'une compétition légale, licite. Le Hackfest n'est plus à présenter et ses équipes sont plus de grands professionnels. Et donc du coup, moi, c'était la Banque nationale du Canada. Et pendant 24 heures, j'ai cherché toutes les données possibles et imaginables sur cette entreprise. Mais je vais très très loin dans mon social engineering. Je me contente pas que de la banque. Non, je me suis contenté aussi du CE, communauté d'entreprise, de l'amicale des retraités, des associations autour, mais aussi potentiellement des partenaires des entreprises qui travaillent ensemble. Et donc là, comme vous le voyez à l'écran, je me fabrique un roadbook. En social engineering, les pirates informatiques utilisent un roadbook. Les Red Team, Blue Team et compagnie, elles aussi ont des roadbooks. Comment intervenir, comment agir, comment rentrer, comment sortir, etc., etc. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi dans mon roadbook, c'est d'avoir le vocabulaire, c'est d'avoir la cartographie de l'entreprise, mais pas que l'entreprise elle-même, tout ce qui est autour. Des photographies de l'entreprise, comme on l'imagine, plans, etc., mais aussi des photographies potentiellement d'employés. Des scripts par cible. Oui, parce que comme je vais vous l'expliquer, et d'où l'intérêt de cette cage en verre que vous avez vue dans la vidéo, c'est que le lendemain, après ces 24 heures, vous êtes dans une cage en verre et pendant 30 minutes, vous devez sortir un maximum d'informations de la bouche des personnes que vous appelez. Des personnes que vous avez dans votre roadbook. Et le contournement, bien sûr, comment s'en sortir, parce que il faut s'en sortir d'une personne que vous avez au téléphone et qui vous a repéré. Ça, c'est le roadbook. Après, vous avez les flags. Les flags, c'est quoi? C'est, vous avez des questions. Par exemple, on avait donc A, B, C, D, E. Là, je vous montre que B et je vais vous montrer aussi un petit peu la fin de B, où vous aviez des questions qui vous rapportaient des points. Par exemple, dans les questions, depuis combien de temps travaille-t-il pour l'entreprise? En gros, au téléphone, je devais réussir à convaincre la personne au bout du téléphone de me dire depuis combien de temps elle travaille dans l'entreprise. Pourquoi? Eh bien, selon son ancienneté, on peut réfléchir après à son grade au sein de l'entreprise. On peut réfléchir aussi potentiellement à son salaire. On peut aussi réfléchir à, s'il n'est pas depuis très longtemps, il va peut-être faire des erreurs sur des éléments que moi j'ai en main. Ensuite, quels jours du mois sont-ils payés? Ça valait 10 points. Pourquoi? Eh bien, à un moment où ils sont payés, peut-être qu'ils seront plus fragiles. Etc., etc. Processus de cessation d'emploi, comment dans l'entreprise un employé peut partir, démission, mise à la porte ou changer de secteur. Important pourquoi? Parce que si on connaît le processus de cessation d'emploi, on peut faire dans un social engineering, se faire passer pour une entité dédiée à l'emploi, justement. Donc connaître les clés et les rouages permettent d'agir. L'autre des questions, bon, vous m'excuserez, j'ai caviardé mes réponses, j'ai caviardé aussi les informations que j'avais réussi à collecter par d'autres moyens, directs ou indirects, mais toujours licites, toujours légales. Informations d'orientation pour les nouveaux employés, comment un stagiaire, comment un nouvel employé, comment il va être orienté au sein de l'entreprise. L'idée, clairement, est de savoir, est-ce qu'il existe un document que vous remettez aux jeunes employés? Après, dans votre social engineering, dans votre attaque, vous allez peut-être tenter de l'intercepter, ce document. Parce qu'on se doute bien que dans ce document, il y a des informations ultra sensibles au sein de l'entreprise. Par ultra sensible, c'est juste comment elle fonctionne. Un autre exemple très concret, donc ça c'était ma propre feuille de route, donc là je ne sais plus si on était toujours en B.
On était en B, il y avait jusqu'à E. Là, par exemple, bon, là, j'ai perdu mon portefeuille, il était 18h30. Ça, c'est l'une des possibilités que j'ai mises en place pour piéger les gens que j'avais au téléphone. Alors, avez-vous un service de nettoyage? Avez-vous une conciergerie? Quel est le nom du service de nettoyage? Qui gère les éliminations des ordures? Et puis, tout ça valait des points. Et pourquoi ça? Eh bien, écoutez, connaître une société qui s'occupe des poubelles de votre entreprise, c'est potentiellement connaître aussi comment elle va détruire les documents. Et donc, du coup, c'est savoir si vous les broyez. Quelles sont les normes de broyage que vous utilisez? Est-ce que les sacs plastiques ont des couleurs particulières? Bah oui, si le plastique vert, c'est du tout venant, et que le plastique orange, c'est peut-être des données sensibles, en mode RGPD, moi, le pirate, je vais plutôt m'intéresser à ce type de poubelle-là, etc., etc. Je finirai juste par ça. Les employés portent-ils des badges? Badge, pins, etc. Ben oui, connaître la couleur du badge, la forme du badge, le reproduire, etc., etc., pourrait permettre potentiellement une intrusion physique avec des éléments visuels qui pourraient piéger des gens qui vont se dire « Tiens, c'est un nouveau lui !» Mais les éléments comme le badge, comme le pins, le badge, etc., voire même la tenue, pourraient potentiellement permettre de passer outre une interrogation qui pourrait inquiéter l'interlocuteur. Voilà, donc voilà, merci Darkinux d'avoir proposé qu'on reparle de ce sujet. Ça fait partie de l'actualité parce que infiltrer une entreprise, on l'a vu dernièrement avec le groupe Lapsus, entre autres, qui avait réussi à infiltrer quand même des entreprises de renom, Nvidia, Microsoft, etc., etc., en faisant quoi? Du social engineering. Coup de téléphone, SMS, et on reçoit les mots de passe d'un employé pensant parler au service technique. Bref, attention, prudence.